Dans cette conversation, François Peyotte interroge Bernard de Montréal sur les travaux du Dr Feuerstein, qui remettent en question l'idée que le cerveau humain atteint sa capacité d'apprentissage maximale à l'âge de 7 ans. Le Dr Feuerstein a développé des techniques d'apprentissage médiatisées qui permettent de modifier les structures cognitives des individus et d'améliorer leur capacité à apprendre. Contrairement à l'apprentissage direct par contact avec l'environnement, l'apprentissage médiatisé implique l'intervention d'un médiateur qui interprète et structure les stimuli pour l'apprenant. Cela permet de communiquer des informations spécifiques et de favoriser le développement de la structure cognitive. Les travaux du Dr Feuerstein se basent sur l'idée que l'être humain est un système ouvert capable de changement tout au long de sa vie. Selon François Peyotte, existe-t-il une troisième voie d'apprentissage qui permettrait à les plus TRE humains de connaître et de résoudre des problèmes sans passer par l'expérience directe ou la médiation? Il se demande s'il existe un champ de connaissances précognitives, non contaminé par le connu, accessible à l'être humain. Le concept de science infuse est abordé, bien que certains directeurs d'école le considèrent comme inexistant. La cognition humaine repose sur l'activité relationnelle entre le cerveau rationnel et le cerveau intuitif. Cependant, il existe également un troisième cerveau, le cerveau éthérique, qui n'est pas utilisé par l'homme. Ce cerveau éthérique est une source infinie de savoir, mais il n'est pas régulièrement accessible. L'intuition ne se plie pas à la méthodologie scientifique et n'est donc pas considérée comme fiable. Si l'intuition était rigoureuse et le lien entre le plan matériel et astral plus solide, l'homme aurait pu développer des capacités occultes et avoir un pouvoir sur la réalité intérieure. Cependant, cela est impossible car le monde de la mort ne permet pas à l'homme de se libérer de ses contraintes. En conséquence, l'apprentissage intuitif n'est pas une voie permanente ou révélatrice pour l'homme. Bien qu'il puisse y avoir des expériences révélatrices à titre personnel, elles ne contribuent pas nécessairement à l'évolution humaine. Les informations intuitives doivent être continues et fiables pour avoir une valeur psychologique équivalente à celle des informations rationnelles. La mécanique de la matière et des relations spatio-temporelles ne permet pas à l'homme d'être libre après sa mort. En réalité, la mort maintient un lien mémoriel pour permettre à l'âme de continuer à évoluer et atteindre un certain développement. Il existe également une autre forme d'information basée sur la relation entre l'esprit, ou le double, et l'homme, mais tant que le mental de l'homme n'est pas altéré, il ne peut pas bénéficier de cette information de manière permanente. Pour pouvoir utiliser cette information nouvelle, l'homme doit atteindre un équilibre entre son intuition et son rationnel. Une fois cet équilibre établi, l'homme pourra utiliser ce nouveau cerveau pour créer une nouvelle science pour la Terre. Les scientifiques ont souvent négligé l'aspect intuitif du cerveau, qui peut influencer le comportement humain. Cela peut conduire à des erreurs, ou des informations non codifiées provenant du plan intuitif interfèrent avec le rationnel. La mémoire peut être bloquée à partir d'un autre plan et même si le cerveau matériel peut être éduqué, il y aura toujours une interférence venant du cerveau intuitif. Cependant, les cellules du cerveau humain ont la capacité d'absorber une quantité infinie d'informations, il faut simplement bien les connecter pour éviter les interférences. Dans ce passage, l'auteur parle de l'équilibre entre le rationnel et l'intuitif chez l'homme. Il explique que les enfants surdoués sont souvent déséquilibrés car ils sont submergés d'énergie provenant du plan astral, et qu'ils ont du mal à canaliser cette énergie. Il souligne que dans l'évolution future, il sera important pour l'homme d'avoir un équilibre entre son rationnel et son intuitif, en prenant en compte son expérience. Il explique que lorsque l'homme passe de l'involution à l'évolution, il peut entrer dans une période de fermentation spirituelle où il ne s'intéresse plus aux choses terrestres. Cela est dû au fait que la décharge de lumière, colorée par l'astral, n'est pas encore ajustée à cette nouvelle expérience. L'auteur donne l'exemple d'Edgar Cayce, qui parlait soudainement en espagnol sans en avoir conscience. Il explique que l'ego n'est pas structuré psychiquement pour absorber le choc d'une connaissance infuse. Selon lui, la science psychologique refuse d'admettre qu'il existe d'autres capacités mentales que celles qui peuvent être démontrées scientifiquement. L'auteur affirme qu'il a plus d'appréciation pour la science que pour l'intuition, car la science est sous le contrôle de l'homme. Cependant, il reconnaît que la science a encore ses limites, et qu'elle ne peut pas tout contrôler, notamment les accidents qui sont causés par l'astral. En conclusion, l'auteur souligne l'importance d'être attentif et en équilibre entre le rationnel et l'intuitif, afin d'éviter les névroses et les erreurs liées à une prise de risque inconsidérée. Selon Bernard de Montréal, l'homme possède un cerveau intuitif qui bloque automatiquement la mémoire et peut entraîner des accidents. La science doit admettre cela.
Il affirme que même si la science prétend que l'homme sera capable de fonctionner comme un ordinateur à l'avenir, cela ne sera jamais possible car c'est l'énergie qui est la véritable organisation du mouvement et de la lumière, et c'est l'homme qui deviendra le récepteur de cette énergie. Cependant, l'émotivité empêche l'homme de recevoir cette information de manière permanente et sans faille. Le développement des facultés cognitives est lié à la transparence de l'ego, et l'homme doit être capable de supporter une qualité d'énergie qui dépasse sa capacité égoïque sans être surpris. L'homme doit renoncer à s'adapter phénoménalement à une information mécaniquement gratuite pour accéder à une phénoménologie qui transcende l'ego, ce qui lui permettra de manifester une énergie intelligente. De plus, il affirme que l'intelligence ne se limite pas à l'organisation quantitative et qualitative basée sur la mémoire, mais provient de l'énergie elle-même. Les cellules ont pour fonction de faire le contact avec cette énergie et peuvent donner un rendement mémoriel mais sont toujours soumises aux lois de la terreur et de la mort. Bernard de Montréal souligne également que la mort est une réalité qu'il faudra un jour comprendre et connaître. En ce qui concerne la transmission de ce savoir, il explique que l'instruction n'est pas une tendance passagère mais un savoir qui s'incruste dans la conscience humaine et se diffuse au fil des siècles. Il est donc important de transmettre ces connaissances adéquatement aux éducateurs et pédagogues. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'instruction est une énergie qui se manifeste à travers chaque individu de manière unique. Il souligne que la pensée humaine n'est pas capable de mettre des mots sur l'impossible ou l'impensable, car ces notions marquent le début du savoir et de l'intelligence. L'auteur explique également que le troisième cerveau, le cerveau éthérique, possède une connaissance innée et instantanée, et peut communiquer avec le monde de la mort. Selon lui, l'homme qui fonctionne avec ce cerveau n'a pas besoin d'apprendre car il canalise simplement ce qui est réel. En parlant et en utilisant le cerveau éthérique, l'homme nouveau pourra comprendre l'universel et révéler les mystères. L'auteur souligne également que certaines formes d'intelligence dans le cosmos sont insondables et créatives, et que l'origine de l'univers est un mystère qui dépasse l'entendement humain. Dans ce texte, l'auteur remet en question la notion d'intelligence telle que nous la concevons. Il affirme que le terme intelligence a été créé par l'homme pour définir sa propre capacité cognitive et mentale. Cependant, il affirme que nous avons perdu conscience de notre véritable nature, qui est d'être des êtres de lumière. L'auteur explique que nous sommes des expressions de l'esprit et que la matière n'est qu'une manifestation de cette essence spirituelle. Il souligne également que l'esprit existe dans différents plans et que l'homme doit se reconnecter avec ses plans supérieurs pour atteindre son plein potentiel. L'auteur remet en question la conception réductionniste de l'intelligence basée sur l'intellect et soutient que l'intelligence est liée à une énergie sans forme et sans origine. Il critique la vision de l'intelligence mécanisée présentée par certains, en affirmant qu'elle n'a aucune réalité sur le plan universel. Finalement, l'auteur soutient que c'est l'esprit lui-même qui engendrera un nouvel homme, doté d'une intelligence en harmonie avec les plans spirituels supérieurs. Dans ce passage, Bernard de Montréal parle de l'évolution de l'intelligence chez l'homme. Il souligne que l'intelligence individuelle est une erreur, car tout le monde possède la faculté de canaliser l'impossible. Il explique que l'intelligence individuelle est une limite imposée par l'ego et la personnalité, mais que dans le futur, lorsque l'homme sera en contact télépathique avec lui-même, il sera plus proche de son essence et n'aura plus besoin d'intelligence mécanisée. L'homme sera alors en mesure de ressentir la grandeur de l'intelligence universelle et pleurera d'émotion en parlant. Bernard insiste sur le fait que l'homme doit dépasser sa conception primitive de lui-même et reconnaître que le concept d'être appartient à une autre évolution. Une fois que l'homme cessera d'être intéressé par la connaissance de manière psychologique, il pourra bénéficier du savoir de manière authentique. L'analogie du robinet est utilisée pour illustrer ce processus, où l'on représente la pression de la connaissance et le robinet symbolise l'ego de l'homme. Finalement, Bernard affirme que les nouveaux hommes qui s'adapteront à un nouveau mode de pensée souffriront temporairement dans leur transformation. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde différents thèmes liés à la spiritualité et à l'évolution de l'homme. Il souligne l'importance de la patience et de la présence de l'intelligence pour atteindre un état de conscience supérieure. Il exprime également que l'esprit et l'homme sont en réalité un seul et même être, mais qu'ils sont divisés à cause de l'ego et de la compartimentation psychologique de l'individu. Il mentionne également les écoles ésotériques et leurs différences philosophiques, et fait remarquer que les conflits ne sont pas dus aux enseignements eux-mêmes, mais aux disciples qui veulent se hisser au-dessus des autres. Il insiste sur le fait que ce sont ces personnes, et non les créateurs des écoles, qui mettent en danger leur existence.
En conclusion, Bernard de Montréal rappelle que ce dont les écoles ont besoin, ce sont des individus humbles, capables de puiser dans les différents enseignements selon leur personnalité, sans chercher à se hausser au-dessus des autres ou à détruire les écoles. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde divers sujets tels que les écoles ésotériques, l'autorité et l'évolution de l'homme. Il critique ceux qui suivent aveuglément une autorité sans user de leur intelligence et souligne que l'homme doit se découvrir par lui-même. Selon lui, l'évolution se manifeste par l'individualisation de l'homme et la fusion entre différents plans spirituels. Il explique que l'homme doit supporter seul le poids de ce qu'il sait et ne plus souffrir du doute, afin d'atteindre la connaissance infuse et la paix intérieure. Il critique également l'influence des religions sur la pensée de l'homme moderne, qui serait incapable de penser par lui-même et se limiterait à ce qui est jugé possible. Penser à l'impossible fait partie intégrante de la vie, car la vie elle-même est souvent considérée comme impossible. Lorsque Jésus est ressuscité, il est passé de la possibilité à l'impossibilité, en transcendant son corps physique et en s'affirmant avec autorité. En ce faisant, il a révélé sa véritable nature et a montré à l'humanité ce qu'elle pourrait devenir dans le futur. Si Jésus et d'autres ont pu accomplir des choses considérées comme impossibles, pourquoi l'homme de demain ne pourrait-il pas le faire? Cependant, l'homme a tendance à refuser l'impossible, ce qui est très dangereux, car cela limite sa vie et l'empêche de réaliser son plein potentiel. L'homme se crée des limites par ses pensées, souvent influencées par des forces occultes. Ces forces occultes conditionnent totalement l'intelligence de l'homme et le maintiennent dans un cycle de mort et de réincarnation. L'auteur affirme avoir vécu une initiation solaire. Sans l'avoir cherché, ce qui l'a conduit à haïr l'invisible et à ne respecter que ce qui est soumis à son autorité. Les plans occultes conditionnent l'intelligence de l'homme, mais il est temps pour l'homme de passer à une autre étape de son développement mental. Des hommes viennent sur Terre pour expliquer le fonctionnement de l'invisible, la psychologie humaine, et aider l'homme à comprendre le mystère de son propre être. Ils sont là pour permettre à l'homme de dominer l'invisible, d'être le maître de la Terre et de transcender les lois de la gravité, de la maladie et de la mort. L'homme doit utiliser sa parole comme source de pouvoir et de manifestation de son énergie et de sa lumière. L'homme est sur Terre pour vivre une expérience et passer d'une conscience expérimentale à une conscience créative et individualisée. Grâce aux nouvelles connaissances des initiés, l'homme pourra enfin comprendre les lois qui le régissent, conquérir son propre pouvoir et faire descendre sur le plan matériel les forces nécessaires à la transformation de la matière. Ainsi, il pourra faire pousser les plantes et changer le monde matériel. Bernard de Montréal explique que la transparence de l'ego est atteinte lorsque l'homme réalise sa puissance, sa créativité et son autorité, et qu'il comprend les manipulations qui se font dans son mental. Le doute est l'élément qui empêche cette transparence, car l'ego a été conditionné pour la domination et s'oppose à toute forme d'autorité. Les gouvernements et les religions, travaillant pour l'astral, renforcent cette domination. L'homme doit être libre, individualisé et travailler avec son énergie pour construire une civilisation à sa mesure. Un homme conscient, sans doute, ne peut être dominé. Toutefois, il peut rencontrer de la résistance lorsqu'il parle avec autorité. Le conflit avec l'astral permet de mesurer l'absence de doute, et seule la personne elle-même peut évaluer sa propre réalité. Lorsque l'homme assume pleinement son autorité, il doit supporter le poids de cette responsabilité.